Bon, alors ce qui va se passer là, c'est que on va partir faire de la plume. Il fait un vent terrible. Et il y a également des chiens parce qu'ils sont en train de préparer une monteria tout à l'heure. Donc là, on va partir à la plume avec les chasseurs qui sont tous de l'Aveyron. Je pense qu'on va passer un bon moment. Allez, suivez-moi. Je voudrais vous présenter David. David, c'est le garde chasse du domaine de la prébousterie. Qu'est-ce qui va se passer là, David? Ils vont partir en faisant? Ouais, c'est le faisan. Le faisant, là. Et là, ils vont partir, tu viens avec eux ou... Là, je vais les accompagner un peu. Tu les accompagnes sur le terrain? Et après, je vais aller sur la monteria. Ok, va bosser, va bosser. Avant chaque partie de chasse, il y a un peu du brouhaha, mais il y a des consignes de sécurité et c'est là que ça se passe. Allez, matin, c'est pas le premier. On va en prendre ça. Un coup de pied. On prend pas les fusils, monsieur. Allez, alors, messieurs, je vais vous demander juste 2 minutes d'attention. Juste, je vous embêter, enfin, c'est pas embêter pour parler de la sécurité. Donc là, vous allez être une vingtaine sur le territoire donc pour chasser la plume ce matin. Donc on va vous demander d'être très vigilant. Voilà. Et donc c'est très simple, faire des tirs toujours, comme on dit, tir sécurité. Voilà. Donc je sais pas, vous êtes venu à 10, donc ce soir vous repartez à 10, il n'y en a pas un au tableau. Donc surtout sécurité. Voilà. J'ai voulu qu'on se mette un petit peu à l'écart parce que tu as entre les mains une nouvelle arme. Ah oui. Et j'aimerais bien que tu me parles un peu de cette nouvelle arme. Eh bien, tu vois, c'est un petit peu comme le tien. Hein. C'est-à-dire C'est de la même famille, hein. C'est un Beretta. Et ce Beretta-là, c'est le dernier 686E qui vient de sortir, qui est essentiellement un fusil de sport, mais qui est très bien adapté à la chasse aussi. Dans la mesure où il est relativement léger, il n'a pas grand-chose à voir avec les fusils de trappe qui sont très lourds. Bon, ça c'est un fusil vraiment qui est fait pour, disons, des garçons déjà un petit peu costauds, comme tu dis. Bon, pour trimballer ça toute la journée, c'est pas toujours évident. Par contre, pour des gars qui sont bien bâtis, il n'y a aucun problème. En plus, on va tenir... Non, mais il est surtout très bien. C'est ce que tu veux dire là, oui, mais il est un peu lourd. Non, il n'est pas un peu lourd. Il est surtout très bien équilibré. Parce que dans un fusil, ce qui compte essentiellement, c'est l'équilibre. Bon, alors chez Beretta, évidemment, on ne se mouille pas. C'est comme dans toutes les très grandes marques. Bon, ça, c'est une des meilleures marques au monde à l'heure actuelle. Bon, on sait qu'on ne se plante pas déjà quand on prend un Beretta. C'est pour ça, quand on m'a demandé de présenter ce fusil, j'ai aucun souci. Il est nouveau. Il est tout nouveau. Hein, il est tout nouveau. Et donc ça, c'est un fusil qui est fait pour tirer relativement loin aussi. Parce qu'il a une chambre de 76 mm qui permet de tirer les versions Magnum. Bon, alors c'est vrai que la mode est aux versions Magnum, mais chez Beretta, ils ont aussi une grosse particularité, c'est qu'ils ont bien prévu leur chambre, de façon à ce que si tu tires une cartouche de 70 mm, on n'ait pas de fuite de gaz autour de la cartouche. Très important. Très important. Bien sûr. Parce qu'on perd énormément en vitesse. Donc voilà, ce fusil, on va le mettre en application tu as déjà tiré tout de suite. Oui, j'ai tiré avec, bon c'est très confortable. C'est sûr que bon, j'ai tiré pour tester sur des cibles, pour voir quels sont les groupements. Bon, les groupements sont excellents. Donc là, j'ai un 3/4 choc et un demi-choc. Ouais, bon, ça va très bien pour chasser devant soi et ça écarte suffisamment. Donc on va utiliser de la munition. Montage-démontage, facile? Ah oui, c'est impeccable, mais ça, on peut le... disons que sur l'herbe, c'est un petit peu délicat. Ouais, parce alors, que c'est une très belle arme et je ne voudrais pas risquer de lui mettre un jeton. Bon, sinon, on va tirer de la munition FOB Super 32, qui est une superbe munition de chasse devant soi. Plomb numéro 7. C'est le top pour tirer au faisan, ce que nous savons faire aujourd'hui. Ça va le faire. Ah oui, ça va le faire. Donc je rappelle que tu es journaliste. Oui, bien sûr. Tu travailles pour des journaux tels que... Cible, Vraie Chasse, Plaisir de la Chasse, La Sauvagine aussi.
Bon, Et puis, ton il y en a- rôle, c'est de tester des armes, de critiquer, voir. C'est-à-dire de les présenter essentiellement. La critique d'ailleurs, il y a des choses qui se passent sur la critique. Beaucoup de gens nous disent ah oui mais bon et les uns et les autres d'ailleurs. Quand vous présentez des armes c'est toujours magnifique etc. Oui, j'allais te dire ça. Ouais, Alors, ouais c'est toujours magnifique. Bon c'est tout simple. Déjà on ne s'aventure pas n'importe où. Déjà quand on travaille avec Beretta on est sûr déjà de ne pas se planter. c'est tes potes, hein. Non, Browning, pareil, les autres aussi. Non, mais Juste branche. non, les gens sérieux, on sait qu'on peut bosser avec eux sans souci. Là, il n'y a pas Dans de surprise. l'hypothèse, jusqu'à présent on ne l'a pas eu, mais c'est des choses qui peuvent toujours arriver. Bon. Dans l'hypothèse où il y a un défaut qui va être un défaut de réglage, pas de conception, un défaut de réglage essentiellement. À ce moment-là, on téléphone à la firme immédiatement en disant écoutez, on rencontre tel problème sur tel numéro de série. Faites attention, peut-être y a-t-il un tout petit défaut de montage ou de réglage. Et à ce moment-là, il rectifie le tir immédiatement. Parce qu'il faut bien se dire une chose, des maisons comme Beretta, et j'ai rencontré Monsieur Beretta, j'en ai discuté à bâton rompu avec lui, c'est un homme merveilleux d'ailleurs. Et il me disait, bon, quand on fait une critique sur un de mes fusils, on fait la critique à moi-même, pas à mon usine. Et quand on a des gens comme ça... Il les accepte, les critiques. C'est un monsieur avec qui j'ai pu parler de sa concurrence sans embâche, sans essayer de faux semblants, de tourner autour du pot. Non, ce sont des mecs directs. Pourquoi ils réussissent? Parce que ce sont des mecs directs. Parce que ce sont des gens qui savent leur métier. Et qui savent ce que fait la concurrence. Parce qu'ils ont toutes les fusils de la concurrence et toutes les carabines de la concurrence. Et ils les ont désossés. Et ils savent exactement ce qu'il y a. Alors, faut qu'on arrête de croire, de dire, oui, les journalistes, vous trouvez toujours magnifique. Bah, bien sûr. Bien sûr. Alors, je vais te demander un truc. Jette-toi à l'eau, Jean-Claude. Ouais. Les points forts et les points faibles. C'est une question de goût. À ce niveau-là, il n'y a plus de points forts et de points faibles. D'accord? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que Beretta T'as du mal quand même. a choisi. Mouille-toi. Mais je me mouille, parce qu'il y a. Mais j'ai vraiment pas à me mettre à l'eau d'ailleurs, parce que je risque pas de me noyer, surtout avec eux. Dans la mesure où on a une bascule basse, ce qui permet d'avoir une ligne. Bon, on connaît nos amis italiens, hein, ils sont merveilleux point de vue design. Ce sont les premiers designers au monde. Ça, c'est pas une nouveauté. Bon, ce qui fait que ça permet d'alléger la ligne générale de l'arme. Hein, ça a de la gueule, hein, c'est quelque chose. Malgré que ce soit déjà un fusil de sport qui soit un petit peu lourdeau déjà. Bon, mais donc on voit le système de verrouillage, il est impeccable. Bon, et ça se remarque partout chez Beretta, on voit ce décrochement ici. Bon, ça, ce sont des portées de recul. Ce qui fait que quand le coup part, il n'y a pas de problème, ça pousse en arrière, d'accord. La charge sort par devant, c'est ce qui est généralement souhaité. Là, oui. Et les mouvements sont bloqués par ce système D'accord. d'angle Voilà. qui repose sur la bascule. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de gros renforts de bascule ni rien. Bon, celui-ci est un petit peu renforcé parce qu'il est destiné à faire du parcours de chasse. D'accord. Bon, parcours de chasse, vocation sportive. Hein. On essaye d'avoir un minimum d'éthique dans la chasse parce qu'on est chargé de la tradition. Il ne faut jamais l'oublier. Et on doit passer pour des gens honnêtes et sérieux et non pas pour des guignols, des viandards et des gens qui ne pensent qu'une seule chose, c'est à flinguer des animaux. Bon. Là, on va travailler sur de l'animal d'élevage, bien entendu, puisque c'est pour une présentation. Mais ce qui n'empêche qu'on va s'efforcer de tirer correctement. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le vent qu'il y a, ça risque d'être un petit peu sportif. Et ce qui me gêne le plus, c'est de risquer de blesser un animal. Ouais. Bon, c'est tout. Mais donc maintenant, je crois qu'on peut voir un petit peu ce qu'il raconte. Et tu verras que sur celui-là, il marche très, très, très bien. Allez. Et il a plus de 30 ans. Viens, on va se raconter des histoires. Alors, tu as fait chasse? J'ai fait chasse, mais pour l'instant, j'ai rien vu du tout. On continue. Viens, on continue. Raté. Donc voilà, c'est un fusil qui est équipé d'éjecteurs automatiques sur le coup tiré, ce qui est tout à fait logique. En ouvrant l'arme, on remarque que la première douille est dégagée en tant qu'extracteur et celle-ci, elle est dégagée par l'éjecteur.
Bon, là c'est parce que la douille coince un petit peu, mais en règle générale, les douilles sont expulsées aux environs d'1,50 m à peu près. Et quand on ouvre le fusil, on prévoit de cueillir la douille dans la main, de façon à la mettre dans la poche. On va le faire sur le second coup en actionnant l'inverseur de tir. Et on va le voir. Et là, pareil, on peut cueillir la douille si on le souhaite. Vous avez vu le tableau de chasse qu'on avait. On avait des sangliers, on avait des mouflons, mais on avait également des chevreuils. Alors le soir, après une journée de chasse épuisante, hein, je dois vous l'avouer, j'étais fracassé. Hein. On est parti et à la prébousterie où nous avons fait cette partie de chasse, ils nous ont donné une gigue de chevreuil et ils nous ont dit, on a laissé une gigue de chevreuil à la Vialette, puisque c'est où nous sommes ce soir, et ce serait bien que ce soir, vous mangiez un peu de chevreuil. Alors voilà, on est à La Vialette. La Vialette, c'est un établissement chambre d'hôtes, gîte, qui accueille chasseurs, qui accueille pêcheurs, qui accueille randonneurs, Oui. qui accueille tout simplement des gens qui ont envie de se promener et puis de se reposer un petit peu. Reposer surtout, oui, oui. Alors dans votre établissement, il y a des chambres magnifiques. Oui, avec tout confort, salle de bain, WC, téléphone, télévision. Ah oui, donc c'est un hôtel 4 étoiles bientôt. À la campagne. Une table d'hôtes merveilleuse. Oui, c'est ce qu'on me dit. Et aujourd'hui, je suis avec vous parce qu'on va faire une gigue de chevreuil. C'est cela? Oui, c'est ça. Donc je suis ravi de rester avec vous. On a visité votre maison, on a vu que dehors il y avait un four à pain, on a vu que vous aviez une petite bergerie avec plein d'agneaux. Et puis on a rencontré Jean également qui lui en profite pour se reposer. Oui, voilà. Pendant qu'Anne-Marie travaille. Ben, il faut. Alors ce qu'on va faire, on va commencer tout de suite ensemble cette recette. Oui. Bon, alors Anne-Marie, on a, expliquez-moi un petit peu, on a ici une gigue de chevreuil Oui, qu'on a mis trempée dans une marinade. voilà. Donc comment vous avez fait la marinade? La marinade, j'ai mis la gigue de chevreuil dans le récipient. Oui. Après, j'ai vidé le vin blanc. Donc on a mis du vin blanc. Un vin blanc ordinaire ou... Oui, ordinaire. Un Oui, vin oui, blanc oui. ordinaire, d'accord. Ordinaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a mis? Après, j'ai mis de l'oignon. Donc oignon ici. Voilà, de l'oignon. Oui. J'ai mis du laurier. Du laurier, c'est ça. Donc du laurier de chez vous, ça en plus, hein? Non, pas du tout. Ah non, vous l'avez acheté? Non, ils viennent du midi, on nous l'apporte. Ah, on vous apporte du laurier du midi. Donc on reprend un petit peu. Ça, c'est un oignon. C'est de l'échalote, ça. L'échalote. Donc De ça, c'est de l'échalote. On a mis. Du clou de girofle. Ah, clou de girofle, c'est très important, je crois, hein, dans la marinade. Mais il Le faut en clou de mettre un ou deux, c'est tout, hein, pas plus. Mais non, parce que c'est fort. C'est très très fort Ouais. et oui. Alors après, on a mis. Après du poivre en graines. Ça, c'est important. Ah oui, moi j'en mets toujours dans les Grain marinades. plus qu'au moulin. Oui, et je mets aussi du poivre à moulu aussi. D'accord. Les Donc deux. du poivre, évidemment du sel. Non, je ne sale pas la marinade. Ah, Non. ça c'est intéressant. Ben oui, je sale après. Ah bon, vous ne salez pas la marinade? Non. Bon. Et alors, moi j'ai entendu dire, mais là c'est du vin blanc, que dans des marinades au vin rouge, en général, on met un petit peu de vinaigre. Que ce soit du vinaigre de vin ou du Mais j'en ai vinaigre- mis un tout petit peu. Hein, D'accord. un peu de Là, vinaigre. vous en avez mis un petit peu quand Oui, même. oui, oui, oui. Et pour conclure, Après, en dernière minute, après bon, quand il a mariné une nuit, oui, je le mets à égoutter encore 12 heures encore. Après, j'écume la marinade. d'accord. Alors attendez, ce que je veux savoir, c'est à quel moment intervient la groseille? En dernière minute avant de servir. À cuisson. Voilà. Au moment Mais de la je- cuisson, d'accord. Mais tout à fait en dernière minute quand le chevreuil est découpé. Ok, alors je récapitule. On l'a fait mariner pendant 12 heures à voilà. peu près. À 12 heures. On l'a fait égoutter. Aussi 12 heures. Là, on a une gigue de chevreuil, comme vous pouvez le voir, qui a mariné au moins 12 heures. On se rappelle que c'est notre ami Jean-Marie qui devait Oui, nous l'amener, voilà. et puis il a pris un peu de retard. Hein. Jean-Marie est souvent amoureux. Donc, et puis, on a fait effectivement sécher et égoutter Voilà. cette gigue. Cette gigue, voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, ben, on va la mettre au four. Comme ça. Voilà. Sans Avec la- de l'huile. Ah si, je mettrai de l'huile dans le plat, au Ouais. four. Et on va laisser cuire doucement. Et puis on va la déguster tous ensemble. Pendant combien de temps? Ben, c'est un animal qui était jeune. Je pense qu'avec 1 heure de cuisson, ça suffira. Hein. Donc là, on va prendre un plat, un peu d'huile, Voilà. la gigue dessus et Oui, au four. et au four. Voilà. Et après, on surveille la cuisson. On surveille la cuisson. Et puis entre-temps, il faut faire réduire la marinade. D'accord. Et puis- Alors, ce qu'on va faire, on va vous laisser mettre la gigue au four Oui. et on reparle de la marinade tout de suite. D'accord? D'accord. Allez, je vous laisse faire.
va surveiller la cuisson de temps en temps et il faut la laisser à peu près 1 heure. D'accord. Alors on va reparler de la marinade. Alors la marinade qu'on a eue, il faut la faire bouillir, c'est cela? Oui, voilà. Est-ce que vous flambez cette marinade? C'est ça la question que je vous pose. Parce que j'ai rencontré certains chefs de cuisine qui, eux, une fois que leur marinade bout, ils écument. Donc, Oui, il faut écumer. De toute façon, on va la laisser diminuer, il faut écumer la marinade. Il faut écumer la marinade. Oui. Et parfois, si on gratte une allumette, est-ce que ça peut flamber ou pas? Est-ce qu'il reste encore de l'alcool? Oui, oui, ça flambe. Ne vous faites pas de soucis. Ah, vous le faites ça? Oui, oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe après la marinade? Après la marinade, je la laisse réduire. Oui. Et je la fais cuire avec J'avais l'oignon, j'avais mis des carottes aussi, je laisse diminuer. Et après, en dernière minute, quand c'est assez épais, je les goûte. Et puis après, je manie de la farine avec du beurre. Et en dernière minute, après, je mets un peu de groseille. Voilà, c'est ça. Ok, bon, on va voir ça tout à l'heure. Voilà. Bon, alors Anne-Marie, notre chevreuil est en train de cuire au four. Oui. On a un petit peu avancé, hein. Donc là, on a préparé la marinade. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? La marinade, j'avais mis des carottes, de l'oignon, du thym, du laurier, du cou de girofle, du poivre. Donc, on a fait bouillir tout cela. Voilà, j'ai fait écumer. Oui. Après, j'ai passé la marinade dans une passoire et j'ai récupéré tous ces ingrédients que j'ai mixés et que j'ai laissé cuire pendant 3/4 d'heure pour laisser réduire. Donc, ça a fait ce que nous avons sous les yeux, là. Voilà. Et puis maintenant, il va falloir l'égoutter. Ok, donc on va égoutter tout ça. Et on garde cette petite réduction de légumes, on la garde. Oui, hein, voilà. Elle va être utile pour la suite. Voilà. Voilà, on va mettre ça là. Voilà. Et là, on et a là, préparé... maintenant, je vais mettre ça dans une casserole. Et puis, j'ai préparé un beurre manié, de la farine. C'est le même poids de farine et le même poids de beurre que je manie, que je pétris bien, en fait. Alors, ce beurre, on va le mettre dans un faitout. On le met directement là-dedans? Dans une casserole, une casserole que je vais mettre sur le feu. D'accord. Et ça va épaissir la sauce. Et après, quand on aura découpé notre chevreuil, on servira cette marinade épaissie avec un peu de gelée de groseille. D'accord. Et après, je pense que tout le monde va se régaler. Ok, alors on va passer au fourneau. Oui. Voilà, je viens de mettre la marinade dans une casserole que j'ai mis sur le feu. Puis là, je vais mettre le beurre manié dans la casserole. Et je vais laisser épaissir tout doucement. Voilà, la sauce est en train de s'épaissir. Elle est prête. Voilà, je sale. Voilà. Je poivre la sauce, la marinade. Je rajoute un peu de gelée de groseille. On a mis un peu de groseille. Maintenant, la sauce est pratiquement terminée. Oui. Il ne nous reste plus qu'à sortir notre chevreuil du four et à le napper avec cette sauce. Voilà. Et on va passer à table. Et puis manger tous ensemble. Chasse en France remercie le comité départemental du tourisme de la Lozère, situé à Mende, chef-lieu du département.